Alors, pourquoi Brecht? Parce qu'il me semble que, voilà, c'est un peu un cas que je cherche jamais mes objets de travail, ils arrivent comme ça, je les trouve. Il m'est un peu arrivé avec Brecht la même chose qui m'est arrivé, je sais pas, par exemple avec Bataille. C'est-à-dire, en fait, je me suis trouvé devant un corpus qui concernait, enfin, qui m'intéressait parce que c'était des montages d'images du réel, hein, euh, dans un contexte où il s'agissait pas simplement de... Il s'agissait pas de les exposer, il s'agissait de les disposer pour soi, pour lui-même, euh, sans aucune idée que ça servait à faire de l'art. Ça servait en fait pour lui à autre chose. Donc c'est ça que je voudrais essayer d'introduire là, pendant 10 minutes. Euh, le problème est celui-là. Euh, je pense que, si vous voulez, par rapport au travail que j'ai pu faire sur les photos d'Auschwitz, où la thèse de départ, c'était que pour savoir quelque chose, il faut mettre en jeu l'image. C'est ça qui a été très très mal pris par Gérard Wajman en particulier, qui a, en tant que psychanalyste lacanien assez, enfin je dirais millérien, si on veut être dans les détails, c'est-à-dire une certaine façon que je désapprouve de comprendre Lacan, c'est-à-dire de comprendre la notion d'imaginaire et d'image comme étant totalement réduite, c'était ça qui a fait scandale, quoi, à ses yeux. Que je disais, pour savoir, pour avoir un savoir sur la Shoah, par exemple, il faut s'imaginer les choses. Il faut produire des images. Le S apostrophe a fait plein de problèmes aussi, parce que je pense que les images, on les convoque dans un montage qui est toujours marqué par l'inconscient. Donc, il n'y a pas d'objectivité absolue en la matière, bien sûr. Bon, voilà. Maintenant, je fais un pas supplémentaire dans mon hypothèse. C'est que je dis que pour savoir, il faut prendre position. Et je me pose la question politique, plus ou moins, qu'est-ce que c'est prendre position dans le monde des images? Qu'est-ce que ça veut dire prendre position? Qu'est-ce que c'est Alors bon, euh, ce qui me semble... C'est-à-dire, l'idée c'est que il n'y a pas de savoir historique sans une façon de prendre position. Je sais pas, moi, si je vous montre par exemple une image, je vais prendre position entre l'image que je montre et vous. Enfin, je trouve qu'une position, c'est toujours quelque chose qu'il ne faut pas seulement voir dans l'affrontement. Il faut voir, une position suppose, c'est assez compliqué. Également, prendre position, je pense qu'il y a une phrase de Foucault qui a beaucoup compté pour moi. Quand il dit savoir, c'est trancher. C'est une phrase magnifique. Bon, ça, variante de ça, savoir, c'est prendre position. Alors, trancher, c'est très intéressant, trancher. Trancher, c'est l'acte. euh, c'est à la fois ce qui vous rapproche des choses et ce qui vous éloigne. C'est un acte de distanciation et c'est en même temps un acte d'approche. Je pense que prendre position, ça doit être à la fois s'impliquer et expliquer. Enfin, euh, essayer d'être en contact avec, mais en même temps toujours maintenir une distance. C'est très compliqué, disons, prendre position. Alors, j'ai pris comme paradigme, comme exemple d'une prise de position, la position de l'exil. Et donc, Brecht, c'était ça mon point de départ. C'est-à-dire, Brecht, le lendemain de la prise de pouvoir de Hitler, il a dû s'exiler d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'il a tout perdu. Il faut bien voir ça. Hein. Il est parti d'un jour à l'autre.
Euh, il était donc de 1933 pratiquement jusqu'à 1948 un exilé. C'est la période où il a fait ses plus belles pièces. C'est la période de son génie. Et c'est la période la plus difficile, évidemment, de sa vie. Parce que à chaque fois, je peux vous dire où il est allé: Prague, Paris, Londres, Moscou, Swedenborg au Danemark, Stockholm, la Finlande, Leningrad, Vladivostok, Los Angeles, New York, et puis ensuite Zurich, Berlin. Vous voyez. Euh, donc ça veut dire que à chaque fois qu'il était dans un endroit, grosso modo, il fallait repartir, quoi. Donc c'est une position très difficile, et position dans laquelle, si ça vous intéresse ces questions, il y a un très beau livre d'un historien qui s'appelle Enzo Traverso. Je ne sais pas, tu le connais? Non, c'est vraiment un auteur extraordinaire. Il a écrit un livre qui s'appelle La pensée dispersée, et il explique pourquoi ce sont les exilés qui ont joué un rôle si important dans la pensée contemporaine. Les exilés tels que Adorno, donc Brecht, Benjamin, exilé en France, etc. etc. C'est aux éditions Léo Cher, je crois. Donc j'ai pris cette situation de quelqu'un qui subit la guerre, mais à distance, puisqu'il n'est pas, au milieu des batailles. Donc d'un côté, il est protégé, il est à distance. D'un autre côté, il subit les effets de la guerre. Donc il est à la fois au centre et sur la périphérie. Et ce qui est fascinant, parce que au fond, moi, ce qui a déclenché mon désir de travailler là-dessus, c'est le journal qu'il a écrit pendant cet exil. C'est publié en français. Ça s'appelle le journal de travail. Ce qui est très beau, c'est que ce n'est pas du tout un journal intime. C'est vraiment un journal de travail. Ça veut dire qu'il y a des esquisses théoriques, des réflexions politiques, des choses un peu sur sa famille, sur ce qui lui arrive. Il recopie des poèmes antiques. Il raconte où il en est de sa dernière pièce de théâtre. Il dit les discussions qu'il a eues sur la musique avec Schoenberg à Los Angeles. Il dit à quel point Adorno l'ennuie et l'énerve. Il dit comment il a travaillé avec Fritz Lang. Il dit, c'est un livre extraordinaire. C'est édité aux éditions de l'Arche. C'est énorme, hein, c'est un très très gros. Et ce qui est frappant, c'est que dans cette espèce de montage déjà textuel, de différents registres textuels qui vont donc du journal intime jusqu'au plan de sa prochaine pièce, en passant par des notes sur Marx, Hegel ou ce que vous voudrez, il colle des images.